Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler de la quatrième dimension. Alors attention, pas la série des années 60 que j'adore et que j'évoquerai très certainement un jour dans une vidéo spéciale, un live, un débat, un podcast, que sais-je encore, mais bel et bien du film sorti en 1983, Twilight Zone, The Movie, sorte de film à sketch avec divers courts-métrages de 25 minutes environ, un petit peu comme les épisodes d'ailleurs de la quatrième dimension, réalisés, tous ces segments, par 4 réalisateurs différents et de prestige. John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante et George Miller, rien que ça. Alors, est-ce que cette œuvre rend hommage de façon fidèle aux matériaux de base ou est-ce que ça prend des risques? Alors déjà, je vous le dis d'avance, clairement, c'est des reprises d'épisodes donc déjà diffusés dans la série de base, avec une recontextualisation, etc. Il n'y a pas de nouvelles histoires en tant que telles, et bien sûr, chaque réalisateur va mettre sa patte. Alors pour ce faire, je vais être obligé de séparer cette impro ciné critique en différents segments, comme le film, et vous verrez en timecode, du coup, à quelle minute j'évoquerai tel ou tel court-métrage. Commençons par le prologue, qui dure à peu près 5 minutes, réalisé par John Landis, et avec au casting entre autres Dan Aykroyd, un de ses acteurs fétiches, où on voit deux hommes sur la route, un conducteur et son passager, qui se font un petit blind test série télé. Et là, nous avons donc ici une présentation en forme d'hommage à ce paysage télévisuel américain, ils essayent de se faire deviner Bonanza, Hawaii Police d'État, et aussi, alors, pas directement, mais il y a le générique de la quatrième dimension, donc vous voyez ici, mise en abîme, c'est méta, évidemment ça se termine par quelque chose d'assez fort, et on voit que c'est John Landis qui a écrit et réalisé ce passage. Mais bon, c'est anecdotique, mais c'est fun, et ça lance bien le métrage à mes yeux. Premier segment par la suite qui s'appelle Time Out, qui est adapté de 2 épisodes, plus ou moins. C'est celui qui se sort plus du matériau d'origine, quoique. 2 épisodes qui m'avaient marqué, assez sombres en soi. Death's Head Revisited, les morts du musée, ou un truc comme ça, j'ai pas le titre français en tête, qui parlait donc de la Shoah, etc. Avec un officier nazi qui voyait ses victimes revenir à la vie, grosso modo. Et un autre, c'est La grandeur du pardon, A Quality of Mercy, assez pesant aussi. Ici, on en fait donc quelque chose au goût du jour, sur le plan historique américain, et pas que, mondial, quelque part, où donc nous avons l'acteur Vic Morrow qui va décéder lors du tournage, on va y revenir en conclusion de ce petit segment, bref, qui interprète un personnage très raciste, vraiment, dans un bar, il parle à ses potes et dit des très mauvaises choses sur les juifs, les arabes, les noirs d'ailleurs, il y a des noirs là qui sont dans le bar et qui sont pas contents, longtemps qui est joué par Steven Williams, qui jouera Monsieur X dans X-Files plus tard, voilà, autre série de science-fiction, et donc ce monsieur bien détestable sort du bar et est projeté en France sous l'occupation allemande des nazis, où il va être arrêté et persécuté, telles les victimes qu'il n'aime pas dans la vraie vie, donc ici les juifs. Et après ça va repartir dans une autre illusion, dans un autre rêve, cauchemar pour lui, à l'époque du Ku Klux Klan dans le sud des États-Unis, où on va le prendre pour un noir, et ensuite pendant la guerre du Vietnam, pour un petit passage qui est très bâclé dans un sens, et on comprend pourquoi, parce que c'est lors du tournage de ces scènes-là que Vic Morrow et 2 enfants vont être tués par un hélicoptère, et c'est terrible parce que je connaissais l'histoire, j'avais vu des extraits d'ailleurs, et des images qui circulent sur internet, ça a été filmé malheureusement, donc Vic Morrow décapité avec l'un des enfants, alors que l'autre enfant est écrasé par l'hélico, affreux, qui vaudra John Landis d'ailleurs des procès, le pauvre il a un petit peu laissé des plumes. Voilà, donc malheureusement, quelque part, ce quatrième dimension version film est plus connu pour cette tragédie que pour la qualité peut-être intrinsèque de ces histoires. Ici, donc, nous avons un bon petit épisode qui va un peu vite, voilà, qui manque de profondeur par rapport, quelque part, aux 2 de base, même s'il y a ce côté moraliste intéressant que Rod Serling avait dans sa série d'origine. Et voilà, donc bon, c'est pas le plus marquant pour moi. Ensuite, nous avons du Spielberg. Deuxième segment qui s'appelle Kick the Can,
jeu d'enfant, hein, il me semble, en VF, qui parle grosso modo de personnes âgées dans un hospice, enfin pas dans une maison de retraite, pas un hospice, qui ont beaucoup de nostalgie, de regret de leur enfance, et l'un d'entre eux essaye d'insuffler à ses congénères cette possibilité de rester enfant dans sa tête, et il va se passer quelque chose, voilà. D'ailleurs, ce monsieur est interprété par Scatman Crothers, qu'on a pu voir dans Shining, et clairement, c'est un épisode qui est très fidèle à l'original, qui était assez simple, mais touchant, triste, émouvant, un petit peu en mode Cocoon, hein, après le Ron Howard, je crois qu'il s'est sorti après, Cocoon après la 4e dimension, là, hein, enfin cette version-là, il me semble, bon bref, des personnes âgées qui ont envie de revivre, quoi, hein. Et c'est très Spielberg, et disons qu'on est en pleine nostalgie, c'est très, alors pour certains gnangnan, mais voilà, ça appelle un petit peu à notre enfance, à notre, ici, adolescence, bon, ça dépend pour qui, hein, voilà. Et clairement, ici, on voit presque des prémices de Hook, sans en dire plus, côté jeunesse éternelle potentielle, surtout sur la fin avec l'un, bref, Hook, Peter Pan, quoi, hein, j'en dis pas plus si vous n'avez pas vu ce segment. Et ouais, c'est du Spielberg gentillet, mais ça marche, parce que c'est Spielberg. Il n'y a que Spielberg pour nous faire adhérer autant à ce côté nostalgique, un peu niais des choses. Bon, voilà, c'est la magie, quoi. Et ça colle super bien avec l'épisode. Quand j'avais vu cet épisode, je m'étais dit, déjà à l'époque, tiens, ça pourrait faire un petit truc, des heures à la Cocoon ou à la Hook et tout, clairement. Voilà, Spielberg a réalisé donc ce remake. Ensuite, 3e segment, qui est le plus fou, réalisé par John Landis, en même temps le plus, pas John Landis du tout, excusez-moi, Joe Dante, hein, voilà, mais le plus fou, Joe Dante, voilà, avant Gremlins, et on voit que c'est du Joe Dante là aussi, et c'est la reprise de l'épisode It's a Good Life, en français, je sais plus comment ils l'ont traduit, parce que j'ai pas mal de titres en tête, It's a Good Life, voilà, de toute façon, en français, dans le film, ils n'ont pas traduit les titres de segments. Bref, l'histoire d'un enfant qui a des pouvoirs magiques et qui emprisonne ses adultes, sa famille ou sa fausse famille, dans ses exigences ici, dans une maison en mode cartoon, dessin animé, alors que dans l'origine, c'était vraiment dans une ville. Voilà. D'ailleurs, ici, l'histoire se passe dans la ville de Willoughby, qui est référencée dans un autre épisode de la 4e dimension, Arrêt à Willoughby. Donc voilà, il y a des petites références aussi à d'autres épisodes de temps en temps. Et il prend ses distances avec l'épisode de base, parce qu'il le remet au goût du jour, et avec son amour du cartoonesque, clairement, une petite créature, tout ça. C'est les Looney Tunes passent à l'action 20 ans avant, c'est Gremlins, Gremlins sort l'année d'après, bien avant, enfin du coup peu avant, c'est plus Gremlins 2 que Gremlins d'ailleurs. C'est déjanté, et puis super bien filmé, avec des plans débulés. On a le côté à la fois rose bonbon, animation de l'enfance, et terrorisant, parce que c'est un enfant qui a des pouvoirs assez terribles. Et puis on suit donc le parcours d'une jeune institutrice qui va être piégée, qui va essayer de s'en sortir, et de sortir l'enfant de cette, on va dire, boucle bizarre, et interpréter cette dame par Kathleen Quinlan. Voilà. Et le jeune enfant qui joue bien, il jouait dans une série à l'époque de Hogan Family, interprété par Jeremy Licht, bref, je sais pas. Et le 4e segment, alors là, il reprend peut-être l'un des épisodes les plus cultes de la 4e dimension, le fameux Cauchemar à 20 000 pieds ou Nightmare. Du coup, ils l'ont gardé en français, hein, Nightmare at 20,000 feet, réalisé par George Miller. Et alors, magnifique, parce que bon, l'épisode de base est déjà bien tendu et tout, qu'en gros c'est un paranoïaque dans un avion qui a peur hein, de se cracher, et qui va voir une petite créature sur l'aile de l'avion, le fameux Gremlin, le diablotin, tiens finalement, peut-être que c'est Joe Dante qui aurait dû le réaliser celui-là, cette petite créature qui trafiquerait, c'est dans la légende, je crois que c'est Roald Dahl qui avait créé ça, qui trafiquait les avions militaires, voilà, qui causaient des crashs, et ici donc cet homme pense que l'avion va se cracher, puis il voit cette créature, évidemment, les gens autour de lui pensent qu'il est fou. Et alors, c'est très proche de l'original, mais on a une superbe réalisation, très années 80, voilà, des plans comme ça, des contre-plans géants, des gros plans, etc. Mais alors, John Lithgow, qui interprète le personnage principal, est brillant, voilà, c'est un acteur qui a marqué son histoire aussi, pas forcément dans des grands rôles, mais quand même. Et là, voilà, ça marche grâce à lui, et puis, bon, la petite créature, on la voit quand même, forcément. Hein. Et ouais, c'est vrai que ça aurait pu être un petit épisode réalisé par Joe Dante, quand même. Donc voilà, je sais pas si c'est le meilleur des quatre, pour moi c'est celui de Joe Dante, parce que j'aime beaucoup. Mais celui-ci, il marche très bien aussi. Et après, il y a l'épilogue. Alors l'épilogue ne sert strictement à rien, si ce n'est
boucler la boucle, on reprend la musique de la scène d'intro du prologue, par exemple, parce que je n'ai pas évoqué cela, mais il y a du Creedence Clearwater Revival hein, qui résonne dans la voiture, dans le prologue, ben là ça revient aussi, et Dan Aykroyd qui rejoue par son rôle un autre personnage. Et le seul intérêt, donc c'est réalisé par John Landis, hein, cet épilogue, le seul intérêt c'est le plan de séquence en travelling arrière du début, où on reprend donc le personnage du segment d'avant qui descend d'avion, et voilà, et il va se passer peut-être un truc ou pas. Et le problème, c'est que j'aurais aimé en fait que ce prologue, cet épilogue, reprenne finalement des personnages du prologue, tant qu'à reprendre la trame, mais c'est pas le même. Et ça aurait été peut-être intéressant d'essayer de réunir toutes les histoires sur ce final, mais bon, finalement, la conclusion, elle est juste là pour finir l'histoire de façon un peu, pas parodique, mais hommage clin d'œil, comme l'a fait le prologue pour lancer le tout. Ma conclusion sur ce film, c'est que c'est étrange parce que j'adore la série de base, donc forcément je suis attaché, même si c'est des remakes, à ces histoires, donc c'est que des bons épisodes en plus qui ont été repris là. En même temps, la 4ème dimension, c'est quand même 2/3 de bons, voire très très bons épisodes surtout, et le reste c'est du bon ou du moins bon, mais quand même ça reste vraiment là. Et je suis pas déçu, mais en même temps, je me dis, ça prend pas plus de risques que cela. C'est très sympa, c'est bien fidèle, les réalisateurs font le boulot tel qu'on attend qu'ils le fassent, parce que c'est vraiment leur style, surtout Spielberg et Joe Dante, clairement. Mais on aime ça, et comme moi j'aime ces réalisateurs, surtout les deux nommés, John Landis aussi, George Miller je connais mal, malheureusement je l'ai vu de lui, et oui, que Mad Max Fury Road, faudra que je rattrape la trilogie Mad Max d'ailleurs, probablement cette année, tiens, pourquoi pas. On est un peu en apocalypse, donc on peut en profiter. Bon bref, ici, ouais, je suis satisfait. Je m'attendais pas non plus à plus, mais j'aurais peut-être espéré autre chose. Alors, au moins, ils ont respecté le côté petit segment de 25 minutes, parce que c'est vrai que la 4ème saison de la 4ème dimension avait tenté du 45-50 minutes, et c'était pas top. Là, voilà, on est dans le côté, pourquoi pas. Mais faire ça en film, à la rigueur, ils auraient dû en faire une mini-série avec d'autres épisodes. J'aurais aimé voir, je sais pas, Robert Zemeckis, mais bon, il n'était pas connu à l'époque encore. Et non, il n'était pas connu, il n'avait pas fait son premier grand film public. Mais bon, imaginez quelques années après, un Zemeckis là-dessus, voilà, bon. Mais ouais, peut-être que ça aurait pu faire une anthologie en mini-série, mais ils en ont fait un film qui malheureusement donc sera terni à jamais par le décès de Vic Morrow dans cette terrible... Oui, et puis de ses enfants, donc dans cette terrible scène de tournage au Vietnam, c'était pas au Vietnam, ça s'est passé aux États-Unis, et donc malheureusement, oui, les images circulent un peu partout sur Internet, et ça m'avait choqué quand j'avais vu ça à l'époque. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, La 4ème dimension. Je vous conseille évidemment la série des années 60, moins celle produite par Jordan Peele, sortie récemment, même s'il y a 2-3 épisodes sympas. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez de ce film, un sketch, et de la série d'origine, parce que ça m'intéresse grandement, et promis un jour, j'en parlerai de la 4ème dimension, 1960 et quelques. Parce que, voilà, il y a énormément de choses à dire, ça parle d'histoire, de nostalgie, évidemment, le côté fantastique, science-fiction et tout, et c'est une petite perle que je vous conseille vivement. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!